Pendant 400 ans, les livres d'histoire ont raconté la même chose. Une reine répugnante, une femme que le roi d'Angleterre n'a pas pu supporter d'approcher. Une histoire devenue manuel scolaire, puis série télévisée, puis vérité absolue gravée dans la mémoire collective. Personne n'a jamais remis en question cette version. Personne n'a jamais pensé à retourner aux sources. Et quand des historiens l'ont finalement fait au XXe siècle, ils ont découvert quelque chose qui a tout fait s'effondrer. L'odeur ne venait pas d'elle, elle venait de lui, de ses jambes en train de se nécroser, du roi lui-même. Le pouvoir peut écrire n'importe quel mensonge sur le corps des autres, et ce mensonge peut tenir 4 siècles entiers avant que quelqu'un ose soulever la pierre. En 1539, Henri VIII n'est plus le souverain triomphant qu'il a été. Le pape l'a excommunié. La France et l'Espagne ont formé une alliance catholique qui resserre son étau autour de l'Angleterre comme une main qui se ferme lentement. L'invasion n'est plus un scénario hypothétique, c'est une menace concrète que ses conseillers évoquent à voix basse, chaque matin. Henri a besoin d'un appui continental, d'un ancrage diplomatique sur la terre ferme européenne, d'un allié qui soit suffisamment puissant pour équilibrer la pression des grandes puissances catholiques. Et dans l'Europe de cette époque, les alliances se concluent d'une seule façon, par le lit et par l'autel. Son conseiller principal, Thomas Cromwell, se met en chasse. Il faut une épouse, il faut une protestante, il faut une femme issue d'une maison assez solide pour avoir du poids politique, mais assez modeste pour ne pas imposer ses propres conditions. La fille du duc de Clèves, Anne, coche toutes les cases. Elle a 24 ans. Elle est protestante. Sa famille contrôle des territoires stratégiques dans le nord de l'Allemagne. Sur le papier, c'est parfait. Le seul problème, c'est qu'Henri ne l'a jamais vue. Et Henri est un homme qui attache une importance considérable à ce qu'il voit. Cromwell envoie Hans Holbein, le meilleur portraitiste de l'époque, jusqu'en Allemagne. Holbein revient avec une toile. Sur ce tableau, Anne de Clèves apparaît douce, tranquille, le visage posé, le regard discret. Henri regarde le portrait. Il signe les papiers de fiançailles. Ce qu'il ne comprend pas encore, c'est qu'il vient de s'engager envers une image peinte, pas envers une femme réelle. Il a promis sa couronne à une œuvre d'art. Et la réalité, quand elle arrive, ne ressemble jamais tout à fait à la peinture. Anne débarque en Angleterre en décembre 1539. Henri décide de la voir avant la cérémonie officielle, mais sans se révéler. Il y a dans la tradition chevaleresque européenne une coutume qui veut que le roi puisse visiter sa future épouse de manière incognito, déguisé en simple gentilhomme, pour observer son comportement naturel, sans protocole, sans mise en scène. Henri adore ce genre de jeu. Il l'a pratiqué avec d'autres. Ça l'amuse, ça lui donne l'impression de contrôler quelque chose, de voir la vérité derrière le rideau. Le 1er janvier 1140, Henri arrive au château de Rochester. Il a 49 ans. Son corps, autrefois celui d'un athlète dont toute l'Europe commentait la prestance, n'est plus que le souvenir de lui-même. Il pèse plus de 140 kilos. Sa jambe gauche porte un ulcère profond qui ne s'est jamais refermé depuis plusieurs années. Chaque nuit, les bandages sont imbibés de pus. L'odeur qui se dégage de cette plaie est perceptible dans les couloirs avant même que le roi apparaisse. Mais dans une cour royale, personne ne dit ce genre de choses. Personne ne nomme ce qui ne peut pas être nommé. Henri entre dans la chambre où Anne regarde par la fenêtre. Il s'approche d'elle. Il essaie de lui prendre la main. Anne recule. Elle se retourne. Elle lui demande, poliment, mais fermement, qui il est et ce qu'il veut. Elle ne connaît pas cette tradition. En Allemagne, ce genre de visite surprise déguisée n'existe pas. Pour elle, il n'y a pas de code secret à déchiffrer, pas de jeu sous-jacent à comprendre. Il y a juste un homme inconnu, corpulent, mal à l'aise, qui a surgi dans sa chambre, sans y être invité, et qui essaye de lui attraper la main. Elle fait ce que n'importe quelle femme sensée ferait. Elle les conduit. Henri sort de la pièce sans un mot. Il ne fait aucun commentaire à ses accompagnateurs. Mais quelque chose s'est passé dans cette chambre qui ne se défait pas. Un roi de 49 ans, déguisé, s'est présenté devant une étrangère et a été rejeté. Pas avec violence, pas avec mépris, mais avec une indifférence polie qui est peut-être encore plus difficile à avaler.
Le pouvoir, quand il se croit invisible, supporte très mal de ne pas être reconnu. Et un homme qui concentre entre ses mains la destinée d'un royaume entier supporte encore moins d'être traité comme n'importe qui. La cérémonie a lieu le 6 janvier 1440. À Greenwich, les musiciens jouent. Les nobles s'alignent. Anne porte une robe brodée de fils d'or. De l'extérieur, c'est un mariage royal parfait, avec toute la magnificence que cela implique. Mais ce soir-là, quand la porte de la chambre nuptiale se ferme, rien ne se passe. Le lendemain matin, Henri convoque son médecin personnel, et devant lui, il dit une chose simple, une chose qui va traverser les siècles. Cette femme sent mauvais. Il ne peut pas s'approcher d'elle, c'est impossible. Le médecin note. Dans une cour royale, ce que le roi dit devient une note. La note devient un document. Le document devient un fait. Et le fait, reproduit, copié, transmis, finit par devenir l'histoire officielle. C'est aussi simple que ça. C'est aussi brutal que ça. Mais regardons ce qu'on sait de l'état réel d'Henri cette nuit-là. Ses propres médecins avaient consigné depuis plusieurs années des symptômes précis. Impuissance chronique, inflammation systémique, diabète, obésité morbide, ulcère suppurant de la jambe gauche avec écoulement nocturne important. Henri était médicalement incapable de consommer ce mariage. Pas à cause d'Anne, à cause de son propre corps qui s'effondrait méthodiquement depuis des années. Mais la virilité d'un roi n'est pas une question médicale, c'est une question politique. Un roi qui ne peut pas engendrer est un roi dont l'autorité vacille. Un roi qui ne peut pas prendre sa femme est un roi que ses ennemis peuvent ridiculiser. Henri le savait mieux que quiconque. Alors il a fait ce que le pouvoir fait quand il ne peut pas assumer sa propre défaillance. Il a trouvé un responsable. Et ce responsable, c'était elle. En quelques jours, la rumeur s'installe dans les couloirs du palais. D'abord discrètement, comme toutes les rumeurs qui durent. Puis de plus en plus fort, de plus en plus précisément, avec des détails qui s'accumulent et se renforcent mutuellement. La reine de Clèves dégage une odeur insupportable, comme du poisson avarié. Le roi ne peut pas rester dans la même pièce qu'elle. Les serviteurs chuchotent, les nobles répètent, les ambassadeurs écrivent à leurs souverains respectifs. En quelques semaines, l'information a traversé la Manche et gagné toutes les cours d'Europe. Anne sait, elle entend forcément quelque chose, perçoit les regards qui glissent, les conversations qui s'interrompent quand elle entre dans une salle. Mais elle est étrangère dans ce pays. Elle ne parle pas encore bien anglais. Elle n'a aucune famille sur place pour la défendre, aucun réseau d'alliés tissé au fil des années, aucune base à partir de laquelle contre-attaquer. Elle fait ce que font parfois les gens les plus intelligents dans les situations les plus dangereuses. Elle continue, elle se lève chaque matin, elle s'habille, elle paraît à table, elle sourit, elle ne dit rien de ce qu'elle sait, peut-être parce qu'elle ne sait pas encore tout, peut-être parce qu'elle a déjà compris que savoir ne changera rien, et que la seule chose qui compte désormais, c'est ce qu'elle va décider de faire avec cette connaissance. Pendant ce temps, Henri a déjà les yeux ailleurs. Catherine Howard a 17 ans. Elle est demoiselle d'honneur à la cour. Elle est vive, riante. Elle porte des bijoux avec l'enthousiasme d'une jeune fille qui n'a jamais rien eu. Et Henri ne la quitte pas du regard. Les courtisans voient, Cromwell voit. Et Cromwell comprend, dans ce moment précis, que le mariage qu'il a organisé vient de signer son propre arrêt de mort. Cromwell avait servi Henri pendant près de 20 ans. Il avait orchestré la dissolution des monastères. Il avait conçu le mécanisme juridique qui avait envoyé Anne Boleyn à l'échafaud. Il avait été la main exécutrice du roi dans presque toutes les grandes décisions qui avaient remodelé l'Angleterre. Mais il avait commis une erreur, une seule. Il avait présenté au roi une femme que le roi n'aimait pas. Et dans la logique du pouvoir absolu, cela suffit. Le printemps 1140, Cromwell est arrêté. Les chefs d'accusation sont trahison et hérésie. La vraie raison, tout le monde la connaît, personne ne l'a dit. Le 28 juillet 1540, Cromwell est décapité. L'exécuteur manque son coup. Il faut plusieurs coups de hache pour achever le travail. Henri apprend la nouvelle et ne dit rien. Au même moment, des émissaires royaux arrivent au château de Richmond, où Anne est logée. Ils sont courtois dans leurs formules. Ils ne le sont pas dans leurs messages. Le roi souhaite l'annulation du mariage. Si Anne accepte, des conditions généreuses lui seront accordées.
Anne les regarde l'un après l'autre. Elle sait ce qui est arrivé à Anne Boleyn, la deuxième femme d'Henri, accusée d'adultère. Décapitée, elle sait ce que signifie résister à la volonté d'Henri quand Henri a déjà décidé. Elle pose une seule question. Quelles sont les conditions? Les émissaires déroulent le document. 500 livres de rente annuelle, les droits de résidence sur le château de Hever et le palais de Richmond, le titre de sœur honoraire du roi. Anne lit jusqu'au bout, lentement, puis elle signe. Sa main ne tremble pas. Elle vient de choisir sa vie contre un titre. Elle vient de comprendre quelque chose que beaucoup de gens n'apprennent jamais, que certaines batailles ne se gagnent pas en se battant, et que survivre est parfois la seule forme de victoire qui soit réelle et durable. Catherine Howard devient reine d'Angleterre à 17 ans. Henri l'appelle sa rose. Il l'inonde de bijoux, mais son corps continue de se décomposer lentement. L'ulcère s'étend. La douleur lui vole ses nuits. La distance entre un vieux roi souffrant et une jeune reine pleine de vie ne se comble pas avec des pierres précieuses. Catherine fréquente les jeunes gens de la cour. Ses liens avec 2 hommes de son passé finissent par remonter à la surface. Une enquête est ouverte. Les témoignages s'accumulent. Henri reçoit les documents. Il reste longtemps silencieux. Puis il sort de la pièce. Ce soir-là, selon les chroniques, le roi pleure. Ce qu'il avait cru tenir entre ses mains, cette jeunesse, cette légèreté, cette vie qui débordait, s'était révélé être une illusion de plus. Catherine est isolée. Elle écrit au roi pour lui demander sa vie. La lettre, selon certaines sources, n'est jamais arrivée. Selon d'autres, Henri l'a lu sans répondre. Dans les 2 cas, le résultat est identique. Le 13 février 1542, Catherine Howard est exécutée dans la cour de la Tour de Londres. Elle a 19 ans. Peut-être 20. Personne n'a jugé utile de noter sa date de naissance avec précision. La veille de son exécution, elle demande qu'on lui apporte le billot pour s'entraîner à poser sa tête correctement. Non pas parce qu'elle a peur, mais parce qu'elle sait que si elle tremble au dernier moment, le bourreau ratera son coup, et que mourir mal est encore plus terrible que mourir. Une adolescente qui s'entraîne à mourir avec dignité, seule dans sa cellule, la nuit avant d'être tuée. Ce soir-là, Anne de Clèves est dans le jardin de Richmond. Elle marche, elle mange, elle s'assoit près d'une bougie. Elle sait ce qui se passe de l'autre côté. Elle ne dit rien. Elle n'a rien à dire. Elle a signé il y a 2 ans, et cette signature, que tout le monde a lue comme une capitulation, s'est révélée être la décision la plus intelligente qu'elle ait jamais prise. Henri VIII meurt en 1147. Il a 55 ans. Son ulcère ne s'est jamais refermé. Ces derniers mois, il ne peut plus se lever seul de son lit. Il faut plusieurs hommes pour le déplacer. L'homme que toute l'Europe avait décrit comme le plus imposant et le plus brillant des souverains finit cloué dans ses draps, dans la douleur, incapable de marcher. 6 mariages, 2 femmes envoyées à l'échafaud. Mais l'histoire ne l'a pas retenu comme ça. Pendant des siècles, son nom a traîné les mêmes adjectifs. La reine qui sentait mauvais, la femme qu'Henri ne pouvait pas regarder, la jument flamande, c'est tout ce que les manuels ont gardé d'elle. Et personne n'a posé la question évidente: si des ambassadeurs de toute l'Europe l'avaient vue avant son arrivée en Angleterre, sans jamais mentionner quoi que ce soit de négatif sur son hygiène ou son apparence, d'où venait soudainement ce problème? Si les médecins du roi notaient depuis des années les détails de son ulcère purule, de ses écoulements nocturnes, de ses odeurs persistantes, comment est-ce que personne n'a jamais fait le rapprochement? La réponse, c'est que tout le monde l'avait fait. Tout le monde s'était tu. Ce mensonge a tenu 400 ans. Il a fallu des historiens du XXe siècle, armés de dépêches diplomatiques et de comptes rendus médicaux exhumés des archives, pour établir ce que n'importe qui aurait pu établir bien plus tôt, si quelqu'un avait voulu regarder. Le pouvoir avait posé sa propre putrescence sur le corps d'une femme, et la cour entière avait regardé ailleurs, parce que regarder ailleurs était la condition de survie dans ce monde-là. En 2020, une comédie musicale intitulée 6 est jouée dans les théâtres du monde entier. Les 6 femmes d'Henri VIII y racontent leur propre histoire avec leurs propres mots sur leur propre scène. Quand Anne de Clèves chante, la salle rit. Pas de pitié, pas de larmes, juste de la joie, parce que son personnage dans la pièce est celui qui a compris le jeu
qui a signé ce qu'il fallait signer, qui a vécu quand les autres mouraient et qui regarde en arrière avec l'humour tranquille de celle qui a gagné sans que personne ne s'en aperçoive sur le moment. C'était la première fois, 480 ans après les faits, qu'Anne de Clèves parlait en son propre nom. Le temps dure plus longtemps que le pouvoir. C'est la seule vraie promesse que l'histoire tient toujours. Les mensonges des rois ont une date d'expiration. Les vérités enterrées remontent à la surface, pas toujours vite, rarement de leur vivant, mais elles remontent. Anne de Clèves est morte en 1157. Sa vérité a ressurgi en 2020. La vengeance de l'histoire est lente, mais elle finit toujours par arriver.